bonsoir à tous. Vous êtes très nombreux. Que ceux qui sont sur les marches nous excusent, mais au moins ils sont là. Moi j'ai passé beaucoup de temps sur les marches de Chaillot, il y en avait moins et elles étaient sur le côté. Donc c'était pire. Là au moins vous avez mal aux fesses, mais vous êtes au centre. Sans rire, merci infiniment d'être aussi nombreux dans cette salle en Villandois. Pour l'ouverture, qu'est-ce qu'on peut dire, Jeannette, du prince des cinéastes. Murnau, donc, qu'on va montrer pendant tout ce mois de février, et je vous demande d'accueillir, et je vais vous la présenter, celle qui va vous présenter la rétrospective et le film. Elle est professeure d'études cinématographiques à UCLA, en Californie. C'est une des très grandes spécialistes de Murnau, et donc j'ai décidé que ce serait elle qui vous présenterait tout, plutôt que moi en ayant lu cet article. Mieux faire la chose directement. Donc notre amie Jeannette Bergstrom. Alors, professeur Bergstrom, attendez-moi une seconde juste pour vous dire, comme d'habitude, les remerciements d'usage à nos tutelles, au ministère de la Culture, au CNC, aux grands mécènes de la Cinémathèque française, la Fondation Gann pour le cinéma et Chanel, et en partenariat très important avec la Murnau Stiftung, c'est-à-dire le Fonds Murnau en Allemagne, qui a réuni, je crois, la totalité des copies que vous allez voir pendant cette rétrospective. Donc nous allons vous montrer tout ce qui est visible de Murnau. Jeannette est aussi une spécialiste, mais on en parlera dans une minute, de ce qui est invisible, parce que, hélas, il y a des films et des films importants de Murnau qui nous manquent, mais on en dira aussi un mot. Et pour l'organisation de ces ciné-concerts, donc la SACEM, qui est notre partenaire. Les accompagnements musicaux, juste pour vous allécher. Demain, jeudi, à 19h, Le Dernier des Hommes sera accompagné au piano par Jean-François Zigel. Faust sera accompagné par Jacques Cambrin, ça sera le vendredi prochain, 11 février, à 19h. Nosferatu, ça sera samedi à 20h30, avec un cinémix de Emmanuel Parenin, Quentin Rollet et Jérôme Lorichon. Et l'Aurore. On aurait pu commencer par l'Aurore, mais pour changer un peu, City Girl, c'est pas mal. Et donc l'Aurore, dimanche à 14h30, avec un accompagnement de Carole Beffin. Un immense merci à Annick Girard. Vous pouvez même l'applaudir, parce que si elle décide des concerts, c'est grâce à elle. Donc un grand merci à Annick Girard, à la programmation, qui a créé, organisé, inventé tous ces événements musicaux. Et puis, il y aura évidemment de l'action culturelle, comme on dit, des discussions. Donc, à la suite de la projection de Tabou, samedi prochain, 12 février, à 14h30, Bernard Benoliel discutera avec Nicolas Chemla, qui a écrit un livre qui s'intitule Murnau des ténèbres. Et puis, à la suite de la projection de ton film, chère Jeannette, Murnau's Four Devils, donc Four Devils, film perdu de Murnau, les traces d'un film perdu. Donc après le documentaire de Jeannette, Bernard Benoliel, encore lui, discutera avec Jeannette de ces films qui nous manquent de Murnau. Et enfin, un dernier mot, parce que ça fait toujours plaisir de voir des cinéastes dans la salle. Costa Gavras, le président de la Cinémathèque française. Derrière lui, et elle s'est libérée parce que je sais qu'elle est en plein montage et que, comme d'habitude, on est à la bourre en plein montage. Claire Denis, qui a également. Bonsoir. J'aimerais bien remercier la Cinémathèque française pour nous donner cette rétrospective luxe de Murnau et à Frédéric Bonneau pour l'invitation de la présentation à vous. Je remercie également Madame Lotte Eisner pour ses idées, ses recherches, ses travaux, ses documents, son exemple. Pardonnez-moi, moi pour des fautes de langue.
Je commence avec une citation de Jean-Luc Godard, qui parlait du cinéaste allemand Wim Wenders. Et Godard dit: peut-être mon attachement aux images vient-il du fait que ce sont les images qui ont suscité mon intérêt pour le cinéma. Avant même de voir des films, je regardais des images dans les magazines d'art et du cinéma. Et c'était une photo d'un film de Murnau, dont je n'avais jamais entendu parler, qui m'a donné envie de faire un film. Dans ces histoires du cinéma, on peut voir fragments de Faust, Nosferatu, L'aurore, Tartuffe et Le dernier des hommes. Il y a des échos de Murnau tout au long de l'œuvre de Godard. Ses écrits sur Tabou, notamment, Entretien, Images inventées. Évidemment, il n'est pas le seul cinéaste à se situer dans l'héritage de Murnau. À travers des décennies, Murnau a été si vénéré que son nom seul est souvent cité pour représenter le plus haut niveau d'inspiration et d'intégrité cinématographique. Le cinéma comme une forme unique d'expression artistique. Maintenant, nous avons la chance de voir au-delà du seul nom, de voir en détail l'évolution de la mise en scène de Murnau sur le grand écran ici, et même chaque film 2 fois. Quelle joie! En plus, 2 petits fragments de films dits perdus, où ça veut dire qu'on n'a pas encore retrouvé des copies. Murnau est né dans le nord de l'Allemagne, fait des études universitaires, était érudite en littérature et l'histoire de l'art, et parlait couramment le français et l'anglais. Avant la Grande Guerre, il a voulu comme vocation d'être acteur de théâtre. Et ensuite, il a décidé de devenir directeur de théâtre. Il a étudié et joué sous son patron, le grand Max Reinhardt. Après la guerre 1919, au lieu de théâtre, Murnau commence sa carrière de réalisateur dans les studios de Berlin. Au total, il a réalisé 21 films. En mars 1931, il est mort d'un accident de voiture en Californie à l'âge de 42 ans, exactement une semaine avant la première de Tabou à New York. 9 films de Murnau, des 21 qu'il a fait, sont considérés comme perdus, y compris les 6 premiers films qu'il a réalisés, et tous les 6 dans les années 1919-1920, donc vite. Nous ne pouvons donc pas étudier le progrès de Murnau, malheureusement, pendant ces années de formation, quand il est passé du théâtre au cinéma. Particulièrement regrettable est l'absence de 4 films qu'il a réalisés en collaboration avec Conrad Veidt, inoubliable somnambule de Caligari, et l'un des nombreux anciens collègues de Murnau du théâtre de Reinhardt. Le premier film que nous pouvons voir est Promenade dans la nuit, c'est le titre en France, Der Gang in die Nacht, avec Veidt comme vedette, où on peut voir visualisations remarquables qui reviennent avec variation, bien sûr, dans Nosferatu, et aussi tard que Tabou. En d'autres termes, du début à la fin de la carrière de Murnau. Par exemple, La crainte, inspirée par un bateau glissant dans le port, avec une signification fatale. Les critiques parlaient d'influence du cinéma suédois, des scènes tournées en extérieur, en parallèle avec des états psychologiques et une mise en scène forte. Un auteur, Murnau, à suivre.
Nosferatu, c'est 21, c'est son 10e film déjà. Tourné dans de nombreux endroits éloignés, souvent extérieurs, intérieurs, position ingénieuse de la caméra. Il a trouvé un montage elliptique. Les apparences du vampire sont tournées différemment à chaque fois. Les effets spéciaux, qu'on peut dire qui donnaient à voir, sont si bien décrits, je n'en dirai pas plus. Sauf que on ne peut pas voir Nosferatu trop souvent. Nosferatu est devenu un emblème international de l'expressionnisme cinématographique, malgré des problèmes juridiques qui retardent la sortie générale pendant quelques années. Aspect de Nosferatu resterait dans le lexique cinématographique de Murnau pour toujours. Il est à noter maintenant, que les 3 derniers films de Murnau en Allemagne, c'est-à-dire Le Dernier des Hommes, Tartuffe, Faust, étaient tous les cités superproductions. Ça veut dire budget, publicité, moyens techniques, tout. Avec Le Dernier des Hommes, Murnau a gagné un renommée internationale comme Fritz Lang, comme un novateur cinématographique avec Le Dernier des Hommes. Et après, Le Dernier des Hommes, on sait, il faut le voir encore une fois, on sait, pas d'intertitre, pas d'histoire d'amour, histoire de d'humiliation d'un vieux homme. Toutes les raisons pour le studio UFA de s'inquiéter sur ce film. Mais son super producteur, Eric Pomer, annonçait une avant-première à New York, avant même que le film a eu son première en Allemagne. Première fois, je crois. Grand succès. La presse américaine était utilisée pour la publicité en Allemagne. Le résultat, bon succès. Quand même, sans Murnau se voir quoi que ce soit, plus de titres ont été ajoutés quelques semaines après. Pour William Fox, c'est le meilleur film jamais, Le Dernier des Hommes. Fox offre à Murnau de tourner un film dans son studio à Los Angeles avec tous les contrôles possibles. Murnau accepté. On a le film Aurore comme résultat. Fox a même mené une campagne publicitaire qui affiche que c'est un film américain-allemand. Un génie allemand comme directeur, avec toutes les possibilités techniques de son studio américain, ainsi que la plupart de l'équipe de Murnau qui venait avec lui de Berlin. Aucun réalisateur n'a jamais eu une telle invitation dans un studio hollywoodien. L'Aurore, grand succès d'estime, sans âge même aujourd'hui. L'explication de la perspective forcée dans ce film prendrait des pages et des pages en film. À part d'autres choses, plus précisément, l'intégration parmi les éléments. 4 diables, un film dit perdu. Moi, j'ai créé un assemblage, je ne le dis pas un film, mais c'est un assemblage des traces formidables d'archives différentes qu'on peut voir la semaine prochaine et je parlerai avec vous après. Bref, c'est un film dans le milieu cirque, difficulté avec la fin du film voulu par Murnau. Tragique, qui veut. Il y a même 2 versions tragiques. Il y avait finalement 4 fins possibles. 3 fins ont été tournées. Des critiques étaient pas mal, mais c'est encore un film qui coûtait cher et qui n'a pas un grand succès commercial. Maintenant,
on commence avec les problèmes du film qu'on dit mi-parlant. On est 1928, Quatre Diables. Bientôt avec City Girl, ou ici, si c'est vrai qu'on dit ça, L'intruse, La Bru, 1929. Alors, turbulence dans les studios, où on cherchait à avoir une publicité pour dire on parle dans ce film. Combien de minutes, ça compte pas, on parle dans ce film. Peut-être 10 minutes de dialogue est substitué après le film est terminé, ou dans le cas de City Girl, que je vais dire, on a une version entièrement muette, ou peut-être sonorisée, mais pas de dialogue, et un autre avec plus ou moins de dialogue ajouté. On suppose, comme on n'est pas supposé, que Murnau, qui n'est plus dans une position de pouvoir comme avant. Mais on ne sait pas des détails. Les documents ne sont pas là que je veux. Pas encore. William Fox est à New York, pas à Los Angeles, et il était en train d'acheter toutes les chaînes de cinéma mondialement et autre chose compliquée financièrement. Donc, il ne peut pas être avec Murnau comme son protecteur, comme avant. Donc, pour City Girl, Murnau ne peut pas tourner, par exemple, ce qu'on sait, c'est documenté. Murnau ne peut pas tourner sur site comme prévu. Et sur site, ça veut dire Chicago pour les scènes dans la cité, et Minnesota, l'État de Minnesota, pour les champs de blé, les scènes dans la ferme. Au lieu de ça, l'État de l'Oregon, au nord de Californie, pour le blé, et le studio pour les intérieurs. Quand même, le directeur des décors était aussi strictement surveillé que jamais par les ordres de Murnau sur l'antinaturalisme pour donner une impression de naturalisme. Par exemple, dans le contrat, on a l'accord d'éviter tout ce qu'on appelle la nature, tout qui était là, et de remplacer tout ça avec un quasi-blé. Alors, le blé était jusqu'à la porte, vous allez voir. Mais ce n'était pas comme ça naturellement. C'est une impression. Alors, c'est l'un des plus beaux films de Murnau. Il était capable de transformer ses visions et sa mise en scène pour créer un film à la hauteur du studio avec un plus petit budget. Il quittait le tournage avant la fin, mais vous verrez, probablement, ça peut se voir pendant la scène de nuit qui termine le film. Si Murnau n'était plus là, ses camarades en armes, qui s'appelaient une couple Hilliker and Caldwell, qui faisaient des titres, mais qui donnent avis sur tout au producteur. Le couple restait là pour garder le plus que possible ce que Murnau aurait voulu. Heureusement pour nous, la version de City Girl muette était retrouvée dans les années 70. La version vue ici, maintenant, et en Europe à l'époque, n'était pas la version dialoguée, alors que j'ai vu dans l'annonce que voilà, All Talking Production. Donc, par rapport au document, c'est pas exactement correct. No Talking Production. Voilà, ce n'est pas la version dialoguée parce que, comme dans le cas de Quatre Diables, le film était presque détruit par l'addition des nouvelles scènes avec dialogue. Et ça, c'était montré dans les documents de Fox. Exactement toutes les lignes de dialogue, on peut les voir. City Girl était un lien important pour Taboo. Murnau gagnait l'expérience là
avec City Girl, a tourné avec peu d'argent et personnel technique. Pour Tabou, finalement, il s'agissait de l'argent personnel de Murnau. Après, la société de production n'a rien donné du tout. Moussa ou pas de film. Un autre des plus beaux films de Murnau, le statut de Flaherty, est dévolu de co-scénariste. Murnau, maintenant avec presque rien d'équipement technique, mais avec, heureusement, Floyd Crosby, brillant directeur de photo. C'est son premier film de fiction. Il a gagné un Oscar, finalement. Mais pour Murnau, il avait plus de temps, il avait contrôle total. Comme il avait pour Sunrise, ce sont les deux films où Murnau avait eu contrôle total et avec les conditions de production absolument opposées. Il n'y a presque pas d'effets spéciaux, par exemple, pas de studio, évidemment. Il y avait un labo. Voilà, caméra. Mais ce n'est pas du tout un documentaire, ou pas dans le sens normalement voulu. Maintenant, le cadeau du soir, City Girl. Je vous souhaite une bonne séance. En français, merci. Il me reste à appeler les musiciens pour ce cinémix à Randel avec la participation au piano d'Édouard Ferlet. À vous.